mais c'est pour souligner que de la même manière que l'on raconte à tort et à travers nos ancêtres les Gaulois, il y a une histoire convenue de la franc-maçonnerie qui a été propagée d'ailleurs le plus souvent par les auteurs anglais du 19e et du 20e siècle, et c'est une histoire qui ne résiste absolument pas à une étude sérieuse. L'histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on. Voici, je vais vous donner, ce que je vais vous dire d'abord, c'est tout faux. Hein. C'est un florilège des erreurs et des approximations qui sont benoîtement acceptées aujourd'hui sans aucun discernement. La franc-maçonnerie spéculative serait née à la Saint-Jean d'été de 1717, 4 loges de Londres se réunissant pour élire un nouveau grand maître, de façon à faire revivre la maçonnerie opérative londonienne négligée par Sir Christopher Wren, qui aurait été son grand maître, et qui serait tombé dans l'ignorance, n'ayant pas été fréquenté et cultivé à cause de ce méchant dernier roi qui était un Stuart, Jacques II. Voilà. Suite de l'histoire, racontée comme ça, ce fut le duc de Montaigu, successeur depuis 1721 du pasteur des Aguliers à la tête de la Grande Loge de Londres, qui entreprit d'introduire en France la maçonnerie spéculative. C'est encore aussi faux. Et la Grande Loge de France naît le 24 juin 1738, le duc d'Antin prenant le titre de grand maître général et perpétuel des maçons dans le royaume de France. Ça, c'est juste, mais c'est la seule chose qui est juste. Et la Grande Loge de France n'est pas née le 24 juin 1738, mais bien avant. En réalité, il nous faut remonter pour les débuts de la franc-maçonnerie, bien sûr, aux îles britanniques, mais les débuts de la franc-maçonnerie dans les îles britanniques et en France sont inextricablement liés au conflit mortel qui opposa pendant un siècle, de 1638 à 1752, les protestants d'Angleterre à la dynastie écossaise des Stuarts. Et on peut ainsi comprendre cette désinformation concernant la franc-maçonnerie propagée par les Anglais. Les vainqueurs protestants, les Hanovres, ont tenté, c'est notoire, dans tous les domaines, d'effacer les traces positives de la dynastie des Stuarts dans leur histoire. Alors, on va être obligé de faire un retour quand même assez long dans les îles britanniques, et en commençant, un petit rappel sur l'histoire, sur la saga des Stuarts, qui vous permettra de comprendre la suite. Donc, en 1603, Élisabeth Tudor meurt, et elle demande au roi d'Écosse, Jacques VI Stuart d'Écosse, de prendre les rênes des deux royaumes en même temps. Donc Jacques Stuart devient, sous le titre de Jacques Ier, à la fois roi d'Angleterre et roi d'Écosse et d'Irlande. Son fils Charles Ier va lui succéder en 1625. La paix règne assez bien dans les trois royaumes, et les Stuarts soutiendront bien leur roi, mais les tensions vont commencer en 1638 par des conflits concernant la religion, parce que le roi Charles Ier essaye d'imposer à l'Église d'Écosse, la Kirk of Scotland, un nouveau livre de liturgie qui s'appelle The Book of Common Prayer. Et là, les presbytériens d'Écosse, c'est une religion qui veut travailler beaucoup plus au niveau local, avec ce qu'ils appellent les presbytères, c'est-à-dire des réunions locales des pasteurs, n'apprécient pas de se voir imposer par des évêques un nouveau livre de prière. Et donc, au cours de l'année 1638, se fait une sorte de pétition nationale contre ce document qui s'appelle le National Covenant, l'alliance, l'accord national. Et on va appeler donc tous ces résistants à Charles Ier, on va les appeler les covenantaires, et la guerre qui débute, parce que c'est une vraie guerre qui va débuter en 1639, on va l'appeler la guerre des évêques, entre les protestants donc ayant signé ce covenant, les covenantaires, et même le Parlement anglais contre les forces du roi Charles Ier. Et comme Charles Ier n'a pas été plus gentil avec les parlements qu'avec les covenantaires, l'alliance des forces de l'Église d'Écosse protestante et du Parlement protestant d'Angleterre va battre le roi, et Charles Ier sera décapité par ordre du Parlement anglais en 1649. Alors,
la décennie suivante voit quand même l'Écosse soutenir de plus en plus le fils de Charles Ier, qui s'appelle Charles II, et ce qu'on appelait les Engagers vont essayer de ramener l'Écosse à son roi, surtout devant la menace de Cromwell. Cromwell, qui est le général en chef depuis 1645 de la New Model Army, qui est une armée nouvellement équipée, organisée du Parlement anglais, donc des protestants anglais. Et à ce moment-là, les Engagers arrivent à reforger l'Écosse autour de Charles II, et Charles II va être couronné roi sur la pierre de Scone, comme c'est traditionnel, le 1er janvier 1651, sous le nom de Charles II. Et l'Écosse va rentrer en guerre contre Cromwell, mais ça ne fera pas un pli. Cromwell est beaucoup mieux équipé, beaucoup mieux armé, et Charles II va être contraint à l'exil en Europe en 1652. À la mort de Cromwell en 1658, Cromwell veut placer son fils sur le trône, comme tout le monde. Il avait beau dire que c'était un Commonwealth et une république, mais le président suivant devait être le fils Cromwell. Ça, on a déjà vu ça quelque part. Mais ça ne fait pas l'unanimité. Et Charles II, on dit que c'est déjà, mais alors là c'est un peu une légende, que ce sont un certain nombre de francs-maçons, ou tout au moins de gens un peu liés à la maçonnerie, qui déjà commençaient à exister. Ce sont des légendes, il y a quelques éléments, mais ce sont des légendes, et que ce sont eux qui sont allés voir, ont été chargés de mission auprès du général Monk. Le fait est que le général Monk avait été nommé par Cromwell pour diriger l'Écosse, et quand il s'agit de soutenir le fils de Cromwell, Monk choisit de soutenir Charles de Stuart et le remet sur le trône. C'est la Restauration en 1660. Et là, c'est une période de développement économique, scientifique, 3 décennies tranquilles, dans lesquelles nous verrons que Charles de Stuart aura aussi l'occasion de faire de nombreux enfants à de nombreuses favorites, parce qu'on va en retrouver quelques-uns plus tard, ces petits-enfants qui vont se battre pour lui ou contre lui. Et tout ça ira très bien jusqu'à la mort, en 1685, de Charles II Stuart, parce que c'est son frère, Jacques II, qui succède à Charles II. Autant Charles II, il avait vu et compris avec son père décapité, etc., ce qu'était la politique, et que donc il était très prudent, il était devenu un politicien qui cherchait l'accord et l'harmonie, autant Jacques II est plutôt un mystique, converti au catholicisme, pas très fort pour diriger les armées, et donc très cassant. Et très rapidement, puisqu'il arrive au pouvoir en 1685 et il est chassé en 1689 par le Parlement anglais au profit de sa fille, Marie, et surtout de son gendre, qui est venu avec ses propres armées, Guillaume d'Orange. Le Parlement les a invités à venir sauver les lois et la religion en Angleterre. Et là commence donc l'exil, à la fois de Jacques II et l'exil de beaucoup de partenaires des Stuarts, parce que Guillaume d'Orange tiendra l'Angleterre d'une main de fer, et Jacques II part en exil en France avec de nombreux partisans. L'exil jusqu'aux années 1714, ça sera une vraie lutte pour la reconquête, jusqu'à l'arrivée des Hanovres en 1714, et la mort surtout de Louis XIV en 1715 et l'arrivée de Louis XV. Alors, Louis XIV installe la cour de Jacques II et les 2 régiments de sa garde personnelle au château de Saint-Germain-en-Laye. On a fait, il y a quelques mois, ou l'année dernière, un colloque, justement, sur les Jacobites à Saint-Germain-en-Laye. Le fils, et voilà, non, ça va, si je vais avoir un problème, ça sonne, vous avez quoi là? Je ne sais pas comment on va faire. Si ça doit sauter comme ça plus souvent, ça va nous poser un problème. Alors, 30 secondes, je vais essayer de relancer l'opération comme il faut. Hop. Affichage. Détente, ça
doit être bon, ok. Ok, donc on va relancer ça. Là, hop, diaporama. À partir de là. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ça y est, c'est revenu. Donc, son fils, le fils de... Là, vous avez... Alors, voilà. Le fils de Jacques II, c'est le prince, on l'appellera le prince Édouard. Il est reconnu comme président légitime par Louis XIV sous le nom de Jacques III. Mais en 1714, à la mort de Marie, à la mort de Anne, seconde fille de Jacques II, qui a succédé à Marie et à Guillaume d'Orange, eh bien, on ne choisit pas Jacques II, Jacques III pour devenir roi d'Angleterre, mais on ira chercher Georges de Hanovre, qui est un protestant, etc. Et Georges de Hanovre sera placé sur le trône royal de la Grande-Bretagne en 1714, et sa dynastie continue toujours à diriger l'Angleterre. Le combat des Stuarts, alors nous verrons qu'en 1715, il y a une grosse rébellion. C'est à ce moment-là que naîtra la Grande Loge de Londres. Et ensuite, à la mort de Louis XIV, le traité d'Utrecht modifie les alliances. Et donc, le fils de Jacques III, ce qu'on appelle Bonnie Prince Charlie, le prince Charles-Édouard, réessayera une dernière tentative en 1945, qui ne marchera pas non plus. Et 52, en 48, Charles-Édouard sera chassé de France, en 49, il sera chassé d'Avignon, et en 52, ce sera le dernier échec, celui du complot des Liban à Londres. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'il faut analyser la création de la Grande Loge de Londres en 1717, qui, vous verrez, n'est pas le début de la franc-maçonnerie que l'on connaît à l'heure actuelle, qui est simplement un épisode. Et vous verrez, c'est en fait la naissance simplement de la première obédience, de la première grande loge. Je cite un livre que vous voyez à l'écran, c'est un Américain qui a écrit ça. Dans ce livre, il dit « Mais le mouvement de 1717 ne fut pas un renouveau, comme le disait Anderson. Le pasteur Anderson, c'est celui qui a écrit les constitutions des francs-maçons, c'est celui qui en 1738 a écrit la première histoire des débuts de la franc-maçonnerie, et qui a contribué à une certaine désinformation générale d'ailleurs. » Et Heinemann écrit, mais en 1717, il y avait bien des maçons, puisque 4 loges se sont réunies, et ils avaient donc bien été faits francs-maçons, ces francs-maçons, et sous quelle autorité? Il devait bien y avoir une autorité antérieure. Qui étaient ses anciens frères? Et sous quelle bannière sont-ils devenus des francs-maçons? Et c'est ça que nous allons regarder, parce que 1717 n'est pas le début de la franc-maçonnerie, c'est le début de la première loge, de la première grande loge à Londres. Au XVIIe siècle, alors nous allons remonter au passage depuis le travail des maçons, l'organisation, nous apercevoir que c'est comme ça que ça a commencé. Le travail, l'organisation du métier de constructeur de maisons s'est petit à petit transformé en une organisation d'hommes et de femmes maintenant qui se rencontrent, qui se regroupent, qui discutent, qui font un certain nombre de choses. En France, le métier de la maçonnerie est organisé par le compagnonnage, avec des cayennes dans chaque ville. On n'en connaît pas grand-chose parce qu'ils ont bien respecté l'obligation de brûler leurs archives. En Angleterre, le métier de constructeur de maçon est organisé dans des loges. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça saute d'un coup. Est organisé dans des loges qui s'organisent à chaque construction. Un chantier, à l'époque, c'est 50 ans, hein, faire un collège. Donc, au début du chantier, le maître et les ouvriers se réunissent en loge. En Écosse, depuis 1598, William... Alors, vous ne le voyez plus, là? Comment se fait ce truc? Pourquoi ça saute comme ça?
y est? Bon, on va passer à la suivante. Donc, en Écosse, William Shaw organise une organisation du métier de maçon, on ne parle que du métier, là, de constructeur, avec des loges fixes organisées par ville et par région. Et c'est de là que va commencer un premier changement, c'est que, et là vous voyez la réception, le premier cas dans les archives de ces loges qu'on connaissait, puisque William Shaw non seulement les a organisés, mais leur a imposé de tenir des minutes avec un notaire, etc. Donc on a toute leur histoire. Et en 1734, ils ont commencé à recevoir dans ces loges des gentilshommes qui n'étaient pas ni des compagnons du métier, ni des apprentis du métier. Le premier, et d'ailleurs c'était qui? C'était des gentilshommes au début qui pouvaient apporter quelque chose au métier. Et là, en l'occurrence, le premier qui a été reçu, c'est le maître des travaux de Sa Majesté Jacques Ier Stuart, qui a été reçu dans la loge d'Édimbourg en 1634. Mais la loge reste à ce moment-là le lieu d'organisation simplement du métier de maçon. Alors on va assister, je vous ai mis un petit lexique, c'est qu'on verra apparaître progressivement plusieurs sortes. Et comme ça, j'ai plusieurs sortes d'évolution de la franc-maçonnerie et je vous expliquerai mes mots pour que vous compreniez. Au début, il y a donc des loges composées uniquement de membres du métier qui s'occupent que du métier. Ça, on les appelle les loges opératives. Ensuite, ils ont, comme on l'a vu, ils acceptent quelques non-opératifs, quelques gentilshommes qui ne sont pas du métier, à venir avec eux. À un certain moment, on s'aperçoit dans l'histoire, et ça commence en 1685, sous le règne de Jacques II, et en Écosse, qu'il apparaissent des loges non opératives, c'est-à-dire qu'une majorité de membres de la loge n'a rien à voir avec le métier. Une majorité. Et nous verrons que quelquefois, il y a des loges qui sont fondées par des gens qui n'ont rien à voir avec le métier. Là, c'est un vrai basculement. Ça va apparaître en 1685, entre 1685 et 1700, en Écosse, donc bien avant les 1717 dont on parle. Après, ce qu'on appelle les loges symboliques, c'est qu'on s'aperçoit, c'est une étape, que les membres de ces loges continuent à utiliser, t'as encore sauté, continuent à utiliser les passages de grade, les cérémonies du métier, mais dans des significations complètement différentes, puisque ce ne sont pas des significations du métier. Donc on les appelle des loges symboliques. Ils organisent symboliquement. C'est bon? C'est bon. Donc nous allons suivre ce phénomène d'ouverture des loges qui deviennent... Alors, je reviens, quand même, je n'avais pas terminé mon lexique. Et à partir d'un certain moment, très tôt au XVIIIe siècle, les gens qui se retrouvent dans ces loges s'y retrouvent pour parler philosophie, politique. Le premier, c'est politique. Les premières loges, nous verrons, c'est 1685, c'est des loges écossaises. C'est politique. C'est d'un côté des jacobites, de l'autre côté des protestants whigs. Ensuite, ils parlent politique, ensuite, ils parlent religion, ensuite, ils parlent de sujets philosophiques, sociaux, voire maintenant spirituels. Donc, c'est une sorte de gradation. On passe de la loge opérative, qui devient non opérative, ensuite symbolique, et ensuite spéculative. On a déjà, John Aubrey écrit à propos de Sir Christopher Wren, qui est le grand architecte de l'époque de Charles II, qui a construit la cathédrale Saint-Paul à Londres, et il écrit « Ce jour, le 18 mai 1691, le lundi qui suit l'érogation, il y a une grande convention à l'église Saint-Paul de la Fraternité des maçons adoptés, où Sir Christopher Wren doit être adopté frère, avec Sir Henry Goudry de la Tour, c'est-à-dire que c'était un officier de la Tour de Londres, Henry Goudry, c'était pas du tout un mec du métier non plus, et divers autres. Ce qui donc montre bien l'existence dès 1691
d'une loge à Saint-Paul et d'une loge, en tout cas non opérative, ou ayant des non-opératives, puisque ni Christopher Wren est appelé au métier, mais pas Gaudry de la Tour. Et la loge qui a continué à vivre, d'ailleurs, cette loge de Saint-Paul, qui s'est appelée Antiquity après, a toujours revendiqué que Sir Christopher Wren avait été son grand maître, son vénérable maître. Alors, ça a sauté ou quoi? Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe en 1717? En 1717, dans cette petite taverne-là, Loi et le Grill, qui était d'ailleurs le lieu où se retrouvait la loge dont je vous parlais à côté de Saint-Paul, quelques personnes, membres de 4 loges, donc cette loge se retrouve. Si vous voyez la salle la plus grande, elle fait 4 mètres sur 7. Donc il pouvait y avoir environ, il y avait 20 personnes. À cette réunion, qu'Anderson décrit comme le début de la franc-maçonnerie spéculative en juin 1717. Il y avait 20 personnes. À cette époque-là, il y avait beaucoup plus, déjà, en Irlande et en Écosse, de loges qui fonctionnaient, qui étaient non opératives, c'est-à-dire une majorité de gens qui n'étaient pas du métier, et qui fonctionnaient, en tout cas, de manière symbolique. On peut citer par exemple en Irlande, en 1688, le 2 juillet, un certain John Jones, qui est le Terrephilius du jour, c'est-à-dire c'est à l'université de Dublin, une grande fête des étudiants en juin, il y a un Terrephilius qui fait une harangue. Et dans cette harangue, il parle, et là on a le manuscrit, d'une société fondée pour l'ensemble de l'université, une société de francs-maçons gentilshommes ou opératifs, qui se lieront par leur serment, etc., qui aident tous les frères qu'ils rencontreront dans la détresse, à l'exemple de celle qui existe de la fraternité des francs-maçons de Trinity College de Dublin. Donc on a déjà une société, et là c'est au collège de Dublin, avec les professeurs, les élèves, etc. En Irlande, dans le comté de Cork, là il y a une petite anecdote, mais c'est tout, vous verrez, c'est avant 1717, il y a cette dame-là qui s'appelle Élisabeth Saint-Léger, enfin c'est son nom de jeune fille, c'est la fille unique d'Arthur Saint-Léger, parce que c'est vicomte Dunrail, qui est né en 1693 et qui s'est mariée en 1713 à Richard Aldworth. Et alors qu'elle est encore jeune fille, c'est-à-dire quelque part entre 1708 et 1713, elle épie à travers des trous qui étaient faits pour les travaux dans un mur, son père, ses oncles, des amis en train de tenir une loge maçonnique. Alors, le gardien à la porte, qu'on appelle le tuileur, et qui là-bas, c'était le butler de Dunrail, c'est tout à fait le rôle du butler, il la voit, donc il prévient les autres, ils sont très embêtés, ils discutent pendant un certain temps, et ils finissent par conclure que la seule manière de protéger le secret, c'est de lui faire prêter le serment des francs-maçons, et qu'elle ne dise rien à personne. Et ça sera apparemment la première, bien avant la première franc-maçonne en France, ça sera la première franc-maçonne du monde. Mais ce qui veut dire aussi qu'en 1708, avant 1717, en Irlande, il y avait déjà dans un château, il y avait une loge déjà qui se réunissait, pas du tout pour organiser le métier. Et le plus important, c'est en Écosse. En Écosse, entre 1685 et 1700, donc c'est étrange, c'est sous le règne de Jacques II. Peut-être parce que c'est un moment de tension, ou je ne sais pas. Plus de 100 non-opératifs identifiés sont reçus dans les loges écossaises entre 1685 et 1717. Il y a 6 loges écossaises à cette époque qui sont constituées en majorité, voire fondées par des non-opératifs. Il y a Dunblane, Aberdeen, Hamilton, Howfoot, Kelso et Dumfries. Dunblane, elle est intéressante, c'est une petite loge de 13 membres de la gentry, qui sont tous des fervents jacobites. Tous jacobites, qui sont assidus jusqu'à 1716. Après 1716, la loge retournera, elle tombera, puis elle sera reprise en main par les opératifs, et elle redeviendra une loge de maçons. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans cette loge 2 personnes
le duc de Melfort et Alan Cameron Noble-Kiel. Enfin, il n'est pas encore duc, hein, John Drummond. Il sera fait comte et duc par Jacques II puis Jacques III. Mais John Drummond sera membre du Conseil du Royaume de Jacques II. Et Alan Cameron sera gentilhomme de la Chambre de Jacques III. Et c'est lui qui fera, on retrouve dans les documents, c'est lui qui fera les missions secrètes pour Jacques III dans les Highlands, où il rencontrera d'ailleurs quelqu'un qui s'appelle Maclean et dont on va parler bientôt. À Hamilton, où la duchesse, elle est duchesse pas parce qu'elle est la femme du duc, elle est la duchesse parce que son père et son oncle sont morts au service des Stuarts. Et elle a été portée sur les fonds baptismaux par Charles Ier Stuart. Et là, il y a une loge de 13 mètres dans ce petit bourg entre 1690 et 1695. On en trouve donc aussi... Alors, dans les comtés des Borders, c'est-à-dire Kelso et Crowfoot, plus bas, c'est plus près de l'Angleterre, là, ce sont deux loges, deux protestants Whigs qui vont se battre contre les Jacobites. Mais il n'y a pas, on ne trouve pas de... Peut-être Aberdeen. Et alors, la plus grosse... Elle s'est sautée encore. La plus grosse... mais je pense que là... Non, eh ben voilà, ça, c'est pas reparti comment... La plus grosse loge, c'est celle... je m'excuse, je vais le remettre comme il faut. Ah, c'est parce que l'écran a sauté, là, le double écran a sauté. C'est difficile. Alors, affichage. Deux écrans. Ah ben, il n'y a plus de contact, il ne trouve plus le second écran. Pourtant, il l'a, non, c'est tout noir. Ah voilà, il l'a trouvé. Ça y est. Oui, c'est parti. On va retrouver le bon affichage, je pense. À partir de la dispositif actuelle. Ça y est. Alors, on va prendre le diaporama. Alors, vous l'avez en totalité? Bon. Alors, Dumfries, c'est très amusant. Parce que Dumfries, c'est un bourg royal. Donc, c'est le roi qui nomme le bourgmestre. Il n'est pas élu, c'est le roi qui le nomme. Et en 1683, il nomme un nouveau bourgmestre catholique. Et tout de suite derrière se fonde, 3 mois plus tard, une loge. Ce sera la seule loge, ça sera la seule loge qui recrutera, je cite, en raison des bonnes qualifications de chrétienté. Et parmi ceux qu'elle recrute, on a par exemple Francis Maxwell of Tynwald, qui lui est membre de la gentry, on le cite comme de la gentry papiste et jacobite, qui manifestera en faveur de Jacques III. Donc, est-ce que ça va passer au suivant? Voilà. Donc on a cette loge de Dumfries, on a un de ses manuscrits qui a été fortement utilisé. Donc ce manuscrit date de 1700 à peu près, donc on est toujours avant 1717 là, et on est en Écosse. Et vous voyez un poème qui conclut ce manuscrit, qui dit vous voyez ici une tête de mort pour vous rappeler votre mortalité. Les deux grandes colonnes, la force des deux grandes colonnes bien établies au ciel se tiennent. Que vos actions soient toujours d'équerre, c'est un équerre, juste et droite, pour que vous trouviez la vie après la mort. Restez dans votre sphère avec ce compas, dans l'ordre du compas. Soyez prêts, parce que votre dernier jour s'approche. Donc c'est une vision totalement symbolique du compas et de l'équerre. L'équerre pour vivre d'équerre et le compas pour rester dans sa sphère et avoir les relations avec les autres. Et ce manuscrit a deux choses très intéressantes.
d'abord, c'est le premier qui s'adresse non pas aux vrais maçons, aux true masons, mais aux francs-maçons, aux freemasons. Et il s'adresse non seulement alors il s'adresse là à la fois à ceux qui font le métier, et en même temps, c'est la première fois qu'un manuscrit s'adresse à celui qui entre dans cette association pour agrandir ou satisfaire sa curiosité. D'une part. D'autre part, si vous voyez en bas, il est parfaitement clair que le premier point, c'est d'être fidèle au roi et à le soutenir dans les épreuves. Donc visiblement, c'était le roi, c'était en 1700, donc c'était après l'exil, le roi en exil. Et deuxièmement, vous serez fidèle et sincère envers la Sainte Église catholique. Donc ce n'était pas des francs-maçons anti-catholiques, déjà pour commencer. C'est la première fois aussi qu'on cite des éléments symboliques qui intervenaient lors du passage de grade des maçons et qui ont été gardés par les francs-maçons avec des significations, un peu comme on a vu, celle de l'équerre et du compas. Et donc, les trois grandes lumières, c'est dit, quelles sont les trois grandes lumières des francs-maçons? C'est l'équerre, le compas et la Bible. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on retrouvera à la fin. Et il indique aussi que quand on voudra recevoir un franc-maçon, il faudra faire bien attention, mais il faudra d'abord qu'il apprenne ses questions par cœur, qu'il apprenne ses symboles, et ensuite la loge décidera de le recevoir ou pas le recevoir. Donc ce ne sont pas des questions d'architecture, ce ne sont pas des questions, ce sont sûrement des questions philosophiques, des questions. Et il y a des symboles, une manière de comprendre les choses avec des symboles, un peu comme on dit, se tenir, agir, être d'équerre. Voilà, c'est l'exemple même du symbole. Et d'ailleurs, ça se termine à un endroit où il dit clairement, qu'est-ce que la maçonnerie? La réponse, la maçonnerie est un travail d'équerre, et le maçon doit utiliser l'ordre du compas dans sa relation avec les autres. Donc nous ne sommes plus du tout dans la franc-maçonnerie opérative. Donc nous avons constaté, et là j'ai un tableau récapitulatif, qu'à tout le moins en Écosse et en Irlande, il y a une franc-maçonnerie traditionnelle non opérative, qui n'est peut-être pas encore spéculative au sens où on se retrouve pour parler, philosophie, etc., mais qui est déjà symbolique, puisqu'on a vu les symboles, plusieurs décennies avant 1717. Et il y en a au moins une centaine vivants qui appartiennent à une loge en Écosse en 1717. Et pourtant, Anderson et Théagulier ne vont pas en dire un mot, ni dans les constitutions de 1723, ni dans les constitutions de 1738, qui racontent l'histoire détaillée de la création de la Grande Loge de Londres. Alors pourtant, que le père du pasteur Anderson, James Anderson lui aussi, était vitrier à Aberdeen, et qu'il fut vénérable maître 2 fois de suite de cette loge d'Aberdeen, et secrétaire, que c'est lui qui a rédigé le livre que je vous ai montré, et que cette loge d'Aberdeen, entre 1769 et 1691, a recruté a eu 40 membres, dont 30 non opératifs, que l'on connaît par nom, etc., qui n'avaient rien à voir avec le métier. Donc il le savait, le fils. Et d'ailleurs, il a même repris les armes de maçon de son père dans ses armes à lui. Alors c'est volontaire. Pourquoi c'est volontaire qu'on ne parle pas de cette maçonnerie écossaise? Eh bien, je vous présente ici, je pense que c'est volontaire, et je vous présente ici un sermon, l'extrait d'un sermon du pasteur Anderson de 1712, où l'on s'aperçoit qu'en réalité, notre pasteur Anderson, c'est pas un bon pasteur qui veut rassembler tout le monde dans la paix, etc., après les blessures de la guerre. Non, c'est un fervent et sectaire supporter des protestants contre les jacobites et les papistes. Il écrit, vous lirez là, il y a par principe, alors nous sommes bénis d'une bonne reine protestante, c'est l'époque encore de la reine Anne, nous voulons la décision légale de la succession protestante à la couronne dans la lignée et la maison de Hanovre. Donc il écrit ça en 1712,
avant 1714. Donc c'est déjà préparé, ils ne veulent pas d'estuaire. Et il écrit « Les ennemis de la succession protestante par la maison de Hanovre sont par principe, pour un gouvernement civil étranger, le prétendant de Saint-Germain, voilà comment Anderson appelle Charles III Stuart, un gouvernant civil étranger, le prétendant de Saint-Germain, et pour un gouvernement ecclésiastique étranger, le pape. Et si on compte tous nos ennemis, on en trouvera une vaste et épouvantable légion. » Et en 1715, dans un sermon à propos de la mort de Charles Ier, il justifie la décapitation de Charles Ier Stuart par ses nombreuses et haineuses provocations commises envers le peuple de la Grande-Bretagne, et il conclut « La controverse aujourd'hui, pour le temps à venir, n'est pas de savoir qui assassina Charles Ier, mais de savoir quel est le parti qui sera le plus loyal au roi Georges et à notre heureuse Constitution. » Et effectivement, sur le tableau tout à l'heure, on voyait que parmi les maçons écossais, il y avait une majorité relative, pas absolue, mais il y avait une majorité relative de jacobites. Alors regardons la succession des événements. En 1714, Georges de Hanovre arrive sur le trône. Jacques III, auquel Jacques III prétendait. 1715, les jacobites se soulèvent. Ils sont battus. 1716, Georges de Hanovre fait passer par l'intermédiaire, avec Walpole et un certain nombre d'amis du Parlement, fait passer des lois qui restreignent les pouvoirs des parlements écossais et irlandais. Et en 1717, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend en main la société civile. Et il reprend en main d'une part la Royal Society, on le sait, et une partie d'ailleurs à cette époque des archives de la Royal Society ont disparu. Et il reprend en main la franc-maçonnerie. Et comment? En créant pour la première fois quelque chose qui n'avait jamais existé, une grande loge, la Grande Loge de Londres. Il n'y avait jamais eu de grand maître jusqu'à présent dans la franc-maçonnerie. Avant 1717, on parlait de la régularité d'un franc-maçon. D'un maçon, il connaissait les mots des maçons, il avait été reçu maçon, que ce soit opératif ou non opératif, et un certain nombre de maçons pouvaient fonder une loge, il n'y avait pas de grand maître. Là, vous avez un document de 1636 qui est la lettre de pouvoir donnée, la première charte donnée à William Sinclair à Brossland. Il y en a une en 1600 et l'autre en 1636. On parle de protecteur des maçons, overseer, mais on ne parle pas du tout, on ne parle jamais de grand maître. Ça apparaît avec 1717, une grande loge et un grand maître. Pourquoi? Pour bien tenir en main cette association. Avant 1723, aucun texte n'interdisait à aucune loge écossaise, et a fortiori aux loges temporaires anglaises, puisqu'elles se créent à chaque chantier, de s'ouvrir. Il suffisait d'avoir le nombre de maçons suffisant, et ils faisaient leur loge. Et là, non. Maintenant, pour créer une loge, il faut demander l'autorisation du grand maître. Et pour recevoir maçon quelqu'un, pendant un long moment à partir de 1717, il faudra encore recevoir l'assentiment du grand maître. Et on retrouve encore l'article 2 des obligations est très clair. Le maçon sera un sujet paisible, etc., des autorités, ne se rebellera jamais contre l'autorité. Et on retrouve aussi l'interdiction des discussions politiques et religieuses. Aucune querelle à propos de religion, de nation, c'est-à-dire la nation, dans le terme des Anglais, c'est Écosse, hein, c'est comme le tournoi des 5 nations, hein, c'est Écosse-Irlande. Donc ça veut dire quoi, mes enfants? Ça veut dire soyez bien sages, soyez obéissants avec le gouvernement actuel, c'est-à-dire les Whigs et le roi Georges de Hanovre, et surtout, ne parlez pas d'Écosse et ne parlez pas de religion catholique. Voilà, à mon sens, ce qu'a été 1717. D'ailleurs, il y a dans le livre que je vous montre là, un auteur anonyme qui écrit en 1723, un livre qui s'appelle Éloge de l'ébriété. Alors il prend différents exemples, mais il prend un exemple chez les maçons. Vous savez tous que chez les maçons, on fait des agapes, ce qu'on appelle des agapes. On se réunit dans nos loges, on discute, et après, on mange. On
fait des agapes, on aime bien, et puis de toute époque, les francs-maçons ont bien aimé les grands banquets républicains ou les banquets bien. Et donc il écrit un banquet, et il dit la chose suivante. Je dois leur rendre justice. Aucune mention ne fut faite de politique ou de religion par les francs-maçons présents, tant ils semblaient suivre les consignes. Et quand la musique entonna que le roi retrouve son bien, ça c'est la chanson, c'est l'air sacré des jacobites. Quand la musique entonna que le roi retrouve son bien, ils furent immédiatement réprimandés par une personne de grande gravité et science, et la bouteille continua à se vider avec les santés au grand homme, le roi, au prince, à la princesse, à la famille royale, à l'église établie par la loi protestante, et à la prospérité de la vieille Angleterre sous la présente administration. Donc il décrit bien cette reprise en main de la franc-maçonnerie anglaise. Alors, qu'est-ce qui se passe par ailleurs? Eh bien, les jacobites ne sont pas très contents. Donc, en 1722, le prince de Wharton, qui rentre de voyage et qui s'est converti au jacobitisme, qui est devenu stuartiste, essaye de reprendre en main, puisqu'en 1717, vous voyez, ça a été la prise en main avec la Grande Loge de Londres. Il provoque, et c'est décrit par Anderson, il provoque une sorte de mini-coup d'État pour se faire nommer grand maître. Il y arrive, il fait une réunion à côté, machin. Alors ça fait toute une histoire. Ils n'arrivent pas à le dégager, mais il lui colle un député grand maître qui est désagulier, qui est le pasteur protestant, qui a été cofondateur en 1717. Donc il a les mains liées, et à partir de 1723, de nouveau, c'est le duc de Montagu qui est grand maître, et le duc de Montagu, c'est un Whig extrêmement... C'est l'homme le plus riche d'Angleterre, c'est un des principaux soutiens de Georges de Hanovre, et c'est quelqu'un qui lèvera lui-même un régiment de cavalerie pour lutter contre la rébellion des Stuarts en 1945. Donc c'est vraiment quelqu'un qui... C'est celui qui sera nommé en 1723. Mais la lutte va continuer donc en exil. Alors, ici, vous avez le drapeau du régiment irlandais de Dorrington, qui est un des deux régiments de la garde personnelle de Jacques II, qui est arrivé en 1689 à Saint-Germain-en-Laye, et dans lequel il y a de fortes chances qu'il y ait eu une loge militaire. Pour quelle raison? Eh bien, nous avons un document du 9 octobre 1772 dans lequel la Grande Loge de France reconnaît la loge La Parfaite Égalité du régiment, à l'époque c'est le régiment de Walsh-Serrant, parce que les colonels se suivent, les régiments changent de nom, mais c'est le même régiment. Il reconnaît l'existence de cette loge en disant, selon le document que vous nous avez présenté, nous reconnaissons que vous existez depuis mars 1688. Donc la Grande Loge a reconnu qu'ils existaient depuis 1688, mais alors là, on est encore... Est-ce que ça va repartir? Ça y est? Bon, excusez-moi. Hein, mais bon, donc, nous n'avons pas le document sur lequel la Grande Loge se basait en 1772. Nous savons simplement le fait qu'en 1772, elle avait un document. Mais bon, ce n'est pas suffisant pour pouvoir dire il y avait dans ce régiment une loge en 1688. Mais quand même, un demi-siècle plus tard, Bertin de Rocheret, là je vous ai mis la traduction de son manuscrit, dans une lettre, Bertin de Rocheret c'était un président du Parlement de Champagne, et il écrit les frais-maçons ou francs-maçons, société ancienne d'Angleterre, introduite en France à la suite du roi Jacques II en 1689, donc ce qui confirmerait cette loge-là, qui devint fameuse sous Milord, le comte de Derwentwater, élu grand maître catholique en 1737. J'y fus reçu cette année, il parle en 1737, le 9 septembre, à la loge du vénérable frère, le duc de Gand. Et effectivement, je vais vous parler de Milord, le comte de Derwentwater, parce qu'il fut un des trois fondateurs, en 1725, de la première loge dont nous sommes sûrs,
qui fut fondée en 1725, rue des Boucheries. Alors, vous avez ici la rue des Boucheries. Je ne peux pas le mettre plus grand, mais on s'aperçoit que la rue à gauche, là, qui... Est-ce que vous vous situez sur le plan? La rue du Colombier, la rue ici, c'est la rue des Fossés Saint-Germain, et là on va vers la Seine et vers le... C'est à côté de l'abbaye. Hein? Donc c'est pas loin d'ici. Hein? Et vous verrez qu'il y a eu 3 loges dans cette rue. Il y avait, parce qu'à l'époque, les loges, elles n'étaient pas, ils ne se réunissaient pas, sauf les vicomtes, etc., qui avaient des riches et qui avaient des maisons, comme le vicomte de Donnerel, ou d'autres après, mais ils se réunissaient dans des tavernes. Hein, et dans une salle. Alors, les 3 fondateurs sont Charles Radcliffe de Derwentwater. On a très peu, j'aurais pu vous montrer une image, mais on le montre adolescent, c'est pas très... Et les Radcliffe de Derwentwater sont 2 frères, qui sont les petits-fils de Charles II Stuart. Et James a été, donc, à la révolte de 1715, tous les 2 ont été faits prisonniers. Il y a peut-être eu un marchandage, je ne sais pas. James n'a jamais voulu le marchander pour lui, et il a eu la tête coupée. Et, de façon rocambolesque, son frère Charles s'est évadé de cette prison-là, Old Newgate, en 1716. Donc on peut déjà remarquer que quand il fonde sa loge en 1727, il n'a pas été initié par la Grande Loge d'Angleterre. Il ne pouvait pas. Je veux dire, il a dû s'enfuir d'Angleterre avant qu'elle soit créée, et de toute façon, ce n'est pas les Whigs, Montaigu, etc., qui l'auraient reçu parmi eux, ils l'auraient remis en prison, ils lui auraient coupé la tête. L'autre fondateur, c'est Dominic O'Egarty. Donc lui, c'est un Irlandais. C'est le correspondant à Paris de la famille Walsh. Je vous ai parlé de Walsh-Serrand. Peut-être que notre ami vous a parlé des Walsh, qui sont les Irlandais, qui sont... le grand-père Walsh pilotait le bateau qui a ramené Jacques II. Et donc, il y a 2 cousins qui ont fondé deux grandes... qui sont devenus de grands armateurs, l'un à Nantes et l'autre à Saint-Malo. Et leur correspondant à Paris, c'est ce O'Egarty. On le retrouve, d'ailleurs il y a un livre qui a été écrit sur l'histoire de cette famille, et il y a beaucoup de lettres entre O'Egarty, etc., sur les contrats. Et le 3e fondateur, c'est Hector Maclean. Hector Maclean, il est tout jeune à l'époque, c'est le fils de Sir John Maclean, qui préparera le retour, qui préparera, vous savez, en 1715, Maclean était resté dans les Highlands, et le père, il est mort là, en se battant pour Jacques III, en réalité. Bon, mais il avait déjà préparé le retour de Jacques II en Irlande bien avant 1715, puisque c'est l'époque où, en 1798, Jacques II a ramené sa femme en France, puis il est reparti là-bas pour essayer, puis ça a été un échec, et il a fini par revenir. Donc, Hector Maclean est le fils de ce John Maclean, et Jacques III s'en est beaucoup occupé, et il a pris soin de lui accorder des moyens financiers, de lui faire donner des études, et il l'a fait venir à Paris en 1718. Donc cette loge ne doit rien à la Grande Loge d'Angleterre, contrairement à ce que je vous ai cité au début, puisque aucun des 3 ne pouvait décemment, après 1717, être à Londres, ou tout au moins s'ils étaient à Londres, ils se cachaient. Ils ne pouvaient pas du tout se faire reconnaître par la Grande Loge d'Angleterre. L'un était en exil, etc. Et Maclean était encore en Écosse. Il faut donc se rappeler nos 2 frères de la loge de Dublin, qui étaient qui ont été à la cour et qui ont sûrement été parmi ceux qui ont transmis, soit directement en exil, soit en Écosse ou en Irlande, la franc-maçonnerie à nos 3 fondateurs. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'il existe une lettre du comte de Clermont
le comte de Clermont fut grand maître de la Grande Loge de France de 1743 à 1760, à sa mort, 1771. Il écrit dans une lettre à propos de sa loge royale, il dit « Je ne garde cette loge qu'en souvenir de notre frère, le prince Édouard, qui l'a fondée. » Donc, Jacques III, c'est lui le prince Édouard, hein, Jacques III était aussi franc-maçon. Donc, nous voilà avec une franc-maçonnerie stuardiste qui s'est installée à Paris, rue des Boucheries, et nous allons voir que la concurrence Whig, c'est-à-dire la Grande Loge de Londres, dont vous avez ici, vous avez une liste des loges de la Grande Loge de Londres, on voit apparaître en 1732, c'est-à-dire 7 ans plus tard, la première loge fondée par la Grande Loge de Londres, qui elle est fondée rue de Bussy. C'est ce qu'on appelle la rue de Bussy aujourd'hui, mais ça s'écrivait autrement. Hein. Ça s'écrivait Bussy, B-U-2-S-Y, au Louis d'Argent, dont le vénérable est un Thomas le Breton, orfèvre. Et il y a aussi une autre loge au château d'Aubigny, où le duc de Richmond, on en reparlera, mais le duc de Richmond, c'est un autre des petits-fils de Charles II, grâce au charisme de Charles II, c'est un autre petit-fils bâtard de Charles II, mais qui lui est resté Whig et qui a été grand maître de la Grande Loge de Londres. Et c'est là qu'on s'aperçoit que Lord Val-de-Grave, l'ambassadeur d'Angleterre en France, est un franc-maçon aussi de la Grande Loge de Londres, qui participe au château d'Aubigny avec le duc de Richmond et Jean Richmond à cette fête solennelle au château d'Aubigny. Donc, première installation jacobite d'abord, peut-être à partir de 1600, peut-être à partir de l'exil, 1688, en tout cas sûrement à partir de 1725, et la Grande Loge de Londres n'arrive qu'en 1732. Une autre loge se crée en 1736 à la ville de Tonnerre, rue des Boucheries aussi, et nous avons des documents qui sont saisis par le lieutenant de police Hérault de Fontaine, qui nous donne l'adresse, ça c'est très intéressant, qui nous donne l'adresse de My Lord Derwentwater. Donc, le Sir Bromet, chez qui on a saisi, est un ouvrier anglais qui fait des éventails, des chaises de chambre et qui a travaillé dans le Louvre. Il est clerc de loge, donc il est clerc de la loge, hein, sous le nom de couvreur de la loge. Il est employé par l'abbé Moore, qui est un Irlandais demeurant près du Temple, effectivement, qui est garde des Sceaux et grand secrétaire de la Grande Loge de France, qui est chargé de l'exécution des ordres de Milord Derwentwater, grand maître des Freemasons, qui demeure rue Dauphine à l'hôtel impérial. Et ça correspond au 16-17 de la rue Dauphine. Vous voyez qu'on est encore dans le même quartier, hein, on est au bout du Pont-Neuf. Hein. Donc, ce Derwentwater, donc, ça c'est la loge Custos, hein, et en février 1737, une troisième loge sera fondée par le grand maître jacobite, toujours le Derwentwater, qui sera présidée par le duc d'Aumont et qui, elle, est rue de Bussy. Voilà. Alors, un document très intéressant qu'on a, c'est la relation de l'élection au Grand Saint-Germain, rue du Pont, c'est encore pas loin, hein, une assemblée générale de la très ancienne et très honorable Société des maçons libres a procédé à l'élection du grand maître après les cérémonies ordinaires et a proclamé avec de grandes acclamations le très haut et très puissant seigneur Charles Radcliffe, comte de Derwentwater, père d'Angleterre, à la place du très haut et puissant seigneur Hector Maclean, chevalier baronnet d'Écosse, qui avait été continué dans cette honorable charge par élection durant plusieurs années au contentement de la société. En fait, on s'aperçoit quand on regarde les documents que nous avons, en particulier un document des règlements de 1737, qu'on peut connaître la succession des grands maîtres. Le premier grand maître
en 1728 sous le duc de Wharton. Tout de suite derrière, nous avons Hector Maclean, donc ce jeune Écossais des clans des Highlands. Et à partir de 1736, le comte de Derwentwater. Ces documents que nous avons sont intéressants parce que d'une part, ils nous donnent la succession des grands maîtres, mais en même temps, ce sont des documents qui démontrent des modifications de règlements faits par les grands maîtres jacobites par rapport au règlement de la Grande Loge d'Angleterre. Et il y en a un qui nous intéresse en particulier, parce que c'est la plus importante des modifications apportées en 1735 par les grands maîtres jacobites pour la maçonnerie française par rapport au règlement des Anglais, du pasteur Anderson, c'est que l'article sur Dieu et la religion devient, dans les siècles passés, les francs-maçons étaient obligés de professer la religion catholique, mais depuis quelque temps, on n'examine pas en cela leurs sentiments particuliers, pourvu toutefois qu'ils soient chrétiens. Et la rédaction d'Anderson est complètement différente, parce qu'elle dit, dans les temps anciens, les maçons étaient obligés d'avoir la religion de leur pays ou de leur nation. Il a été considéré plus commode de les astreindre seulement à la religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord. Donc vous voyez que cette franc-maçonnerie jacobite, elle est chrétienne. Elle n'est pas cette religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord, etc. Et cette différence va prospérer par la suite. D'ailleurs, on a dans ces documents qui ont été saisis chez M. Bromette, on trouve un courrier d'un certain nombre de membres de la loge de Derwentwater à leur grand maître pour se plaindre du comportement des loges de la Grande Loge de Londres. Donc, ils disent Thomas le Breton. Non, ça ne revient pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolé, c'est pas mon ordinateur, mais je pense que c'est pas notre configuration. C'est la résolution. Voilà. Voilà, ok. Voilà. Bon. Maintenant. Voilà. Bon. Donc, ce document, je vous le lis, Thomas le Breton et ce monsieur Coustos ont tenu une assemblée dans la rue du Four et une autre à Passy des plus tumultueuses, et cela dans le carême, et même dans la semaine de la Passion de notre Seigneur, et dans laquelle on a vu régner tout ce que la débauche et bombance peuvent produire. Et ces signataires disent, ils continuent en disant, c'est pas nous. Nous, on peut vous garantir que c'est pas nous, c'est eux, et que nous, on n'aurait jamais fait ça, et dans notre loge, etc. Et donc, ça montre bien qu'il n'y a pas du tout la même mentalité, et en particulier vis-à-vis de la religion, entre ces loges qui sont venues avec les jacobites, qui étaient au départ des loges catholiques, et qui ont peut-être sont un peu ouvertes, et les loges qui sont venues avec la Grande Loge de Londres, qui étaient au départ des loges agnostiques, et qui sont devenues... Je ne parle pas de leur histoire, je parle de celle-là. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous ai mis là tous les membres de la loge qui signent ça. C'est le duc de Piquigny à l'hôtel de Chaulnes, donc place de Vosges. Monsieur de la Foudrière, conseiller du Parlement, rue de Saint-Dominique, rue d'Enfer. Monsieur de la Maria, à son hôtel près de l'hôtel de Conti. Monsieur l'abbé de Roussan, à l'hôtel de Strasbourg, rue de l'Université, au coin de la rue du Bac. Monsieur d'Armentières, à l'hôtel d'Armentières, rue de Bourbon. Monsieur Chauveline, à son hôtel, rue de Charonne, au Marais. Monsieur l'abbé Pernetti, place Vendôme, chez Monsieur Bouillande. Monsieur... Attendez, je dis... Monsieur Deluris, rue Montmartre, vis-à-vis le cul-de-sac Saint-Pierre.
M. Croimard aux écuries de Monseigneur Russano-Honoré et M. Gresset à l'hôtel de Calais, rue des Bons Enfants. Voilà, donc vous avez les quelques membres de la loge qui sont là, et on voit quand même que c'est pas... c'est du beau monde. Hein. Alors, on va aller à la suite. Ça devient difficile à manœuvrer, ça. Hein. Bah. J'ai même plus de souris, si. Voilà. Alors, ici, c'est la loge de Custos, hein, qui écrit en 1737, qui nous fait penser que quelque chose va se passer, parce qu'elle a reçu une lettre du grand maître qui propose de remettre à l'Assemblée de Grande Loge, vu certaines conjonctures fâcheuses qui ne seront pas déduites. Il suffit de dire que les maçons libres sont menacés de n'avoir plus la liberté de s'assembler. Et en fait, on trouve un gastin, c'est-à-dire une... bon. On trouve moi, c'était une photo du baron Val-de-Grave. Donc, c'est pas très important. Et le 19 septembre 1737, il y a un rapport de police fait par l'abbé de la Garde qui dit « Les francs-maçons politiques disent que cette défense de s'assembler a été sollicitée par l'ambassadeur d'Angleterre de l'ordre de son maître, le Premier ministre Walpole, lui-même franc-maçon, donc Val-de-Grave est franc-maçon, Walpole aussi, mais de la Grande Loge d'Angleterre, qui appréhende que Milord Derwentwater, grand maître de cet ordre et jacobite outré, ne se serve de toutes ces associations en faveur du prétendant et contre le gouvernement anglais. » Et effectivement, le cardinal de Fleury a donné ordre, dès le mois de mars, qu'il n'y eût plus de réception ou d'assemblée et qu'il soit défendu aux cabaretiers et aux traiteurs de donner... Alors, je vais quand même essayer de vous montrer ça. Non, il faut que je revienne sur... le... C'est vite fait, mais il faut à chaque coup que je remette, que je redéfinisse le... Il faut à chaque coup que je redéfinisse l'écran, parce qu'il perd l'écran. C'est ça qui se passe en fait. Il perd l'écran. Donc voilà. Non. Bon, écoutez, je suis désolé. Alors, effectivement, on a une descente de police le 10 septembre sur une réunion de francs-maçons au cabaret du traiteur Chapelot, quai de la Râpée. Donc, vous savez où est le quai de la Râpée, et ils sont réunissés chez ce traiteur. Mais la loge qui se réunit là est une loge de la Grande Loge d'Angleterre, fondée par la Grande Loge d'Angleterre, dont un membre est le duc d'Antin. Eh bien, Chapelot verra sa loge fermée, verra son cabaret fermé pendant 6 mois, mais les membres de cette loge ne seront pas du tout inquiétés. Alors qu'il y a des descentes de police chez le secrétaire de Derwentwater, etc. Je vois que l'heure avance et que... Donc, l'intervention anglaise va s'avérer efficace parce que tout d'un coup, en 1738, on voit disparaître Derwentwater. On n'a aucun document à la suite de cette intervention de Val-de-Grave, l'ambassadeur d'Angleterre. On n'a aucun document sur lequel Derwentwater aurait démissionné. On n'a aucun document qui montre un vote ou quelque chose. Simplement, il est admis, et on retrouvera ça plus tard dans les documents, que le duc d'Antin, père de France, enfin je ne sais pas s'il est père de France, mais il est du sang royal, est devenu grand maître des francs-maçons du royaume de France, ad vitam, alors que les Écossais étaient élus chaque année. Voilà donc, à ce moment-là, les jacobites non plus. Ce sont la Grande Loge de Londres qui a fini par prendre le pouvoir sur la franc-maçonnerie française. Ça va
Il y aura d'autres dissensions plus tard dans la franc-maçonnerie française, mais on a vu que dans les premiers temps, jusqu'à 1738, il y avait deux courants. Et ces deux courants, je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'il est bien tard maintenant et que j'étais un petit peu lent, mais ces deux courants vont perdurer jusqu'à maintenant. C'est pourquoi il y a à l'heure actuelle, et ce n'est pas des courants qui sont tellement liés, les rameaux maçonniques sont liés aux obédiences, ils sont liés à la manière de travailler. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a un rameau de la franc-maçonnerie qui est un rameau sociétal, laïque, qui défend la laïcité de manière, j'allais dire, militante, et qui cherche à changer la société en ayant des relations avec le gouvernement, quel qu'il soit, et en proposant des plans. Et vous avez un autre rameau qui existe et qu'on appelle toujours le rameau écossais, et à mon avis, c'est pas par hasard si on l'appelle le rameau écossais, qui est un rameau dans lequel on retrouve des frères de toutes les religions, y compris des gens qui sont extrêmement, comment dirais-je, dévoués à leur religion, qu'elle soit catholique, musulmane, et qui met l'accent total, en totalité, sur le développement personnel, sur la progression de l'individu, et non pas pour faire changer les choses, non pas en proposant des plans, mais en devenant le sel de la terre. Changez les cœurs autour de vous et ces cœurs changeront. Et moi, je dois vous dire que dans ce rameau maçonnique, j'ai vécu vraiment une expérience de cheminement spirituel. Alors, pas forcément mystique, j'ai ma propre vision personnelle du monde, mais je veux dire, c'est un rameau maçonnique de développement personnel, de cheminement spirituel, pour changer les choses autour de soi. Mais ce rameau-là, personne n'en parlera, pour essayer d'en parler aux journalistes, ça ne les intéressera pas. Et je conclue là-dessus parce que c'est le mien. J'ai d'ailleurs écrit un livre pour parler de cette expérience-là. Je regrette profondément qu'il ne soit pas connu. Mais je pense que s'il existe, c'est bien parce que c'est ce qui reste de cette maçonnerie des Jacobites qui a été amenée par les Jacobites en exil et qui était au départ catholique. Merci. Très originale et très passionnante. J'imagine que vous avez des questions à M. Trébuchet. Je crois que tous les rois étaient maçons, étaient francs-maçons, les rois de France. Pas tous, non, pas tous. Ah oui, Philippe Égalité. Mais en général, si vous voulez, par exemple, l'exemple le plus typique est celui de Bonaparte, qui a voulu régner sur la franc-maçonnerie sans être dedans. Et en général, c'est ce que font les rois. Par exemple, la famille d'Angleterre, si jamais le roi lui-même, c'est le prince de Galles ou le duc de Kent qui est grand maître des maçons. Et là, sous Bonaparte, c'était Joseph Bonaparte. Et puis Cambacérès, qui a régné. Au moment de la Restauration, je vous en prie, c'était le duc de Cazes. Mais les rois n'ont jamais voulu s'afficher comme étant francs-maçons. Encore il semble qu'il y a eu des cas où Bonaparte est venu discrètement dans des loges. Voilà. Y a-t-il une autre question? L'amour écossais fait partie intégrante de la Grande Loge de France. Alors, il y a plusieurs obédiences qui travaillent dans ce rameau écossais. Par exemple, la Grande Loge, non, par exemple, la Grande Loge féminine de France à 60% ou 70%. Au départ, elle n'était que dans ce rameau écossais. Maintenant, elle a 60-70% de ses loges qui travaillent de cette manière. C'est pas forcément lié, c'est pas forcément lié aux obédiences elles-mêmes. Hein, c'est un mode de travail, je ne vais pas utiliser d'autres mots, mais un mode de travail de maçonnerie qui caractérise, c'est pour ça que j'appelle ça des rameaux, qu'on appelle la maçonnerie écossaise par rapport à la maçonnerie moderne, ou la maçonnerie française, ou la maçonnerie anglaise. Voilà. Et il y a
l'obédience mixte, le droit humain, la plus grande obédience mixte, elle ne travaille que de cette manière-là. Oui, monsieur. Est-ce que la maçonnerie est une société secrète? Oui, alors, le secret, je pense que, les gens ont toujours été intéressés à venir en franc-maçonnerie, même avant que ce soit la franc-maçonnerie, même au départ, on raconte que dans les années 1600, ils étaient intéressés à venir dans les loges de maçons pour connaître leurs secrets. Ce qu'on fait jurer à un maçon, c'est de ne pas révéler qu'un autre est maçon ou pas maçon. C'est ça qu'on lui fait jurer. Lui-même, moi vous rentrez chez moi, vous voyez des tas de petits cailloux blancs, parce que j'adore qu'on me dise « Ah, vous êtes maçon, alors c'est quoi et comment ?» Et là on peut discuter. Il y en a d'autres qui ont peur dans leur métier, je les comprends aussi. Il y en a d'autres qui sont procureurs de la République qui ne vont pas aller étaler sur la place qu'ils sont maçons. Mais rien ne nous interdit de dire qu'on est maçon, premièrement. Deuxièmement, quand on travaille en loge, on se retrouve 2 fois par mois pour parler. D'ailleurs, on apprend bien, la première chose qu'on fait, c'est d'apprendre à écouter. C'est comme ça qu'on reconnaît un franc-maçon, c'est pas avec les poignées de main, machin, c'est quelqu'un qui sait écouter et qui sait bien prendre la parole. Souvent, c'est un maçon. Et là, on se parle tellement de cœur à cœur qu'on demande de ne pas trahir le secret de ce qui s'est dit dans la loge. Bon, ça peut se comprendre. Hein. C'est un peu comme le secret du confessionnal, quand vous allez parler à un prêtre, ouvrir votre cœur pour dire, etc., il n'a pas le droit d'aller en parler en public. Et quand on se retrouve ensemble et qu'on parle de choses profondes, importantes, que chacun dit son point de vue, en n'ayant absolument pas peur de l'autre, et sans essayer de... Bon, c'est normal qu'on dise, ne racontez pas ce qui se passe. Voilà. Bon. En gros, c'est ça. Il y a aussi quand on vit notre type de franc-maçonnerie, c'est qu'à la fin, finalement, ce qu'on découvre, c'est personnel. Notre maçonnerie à nous, elle ne cherche absolument pas à donner des réponses. Elle cherche à apprendre à ceux et celles qui sont chez nous à se poser les questions et à trouver leurs propres réponses. Et à la fin, face au monde, dans leur vision spirituelle du monde, ils auront leurs propres réponses. Et c'est quelquefois absolument pas transmissible. On ne peut pas transmettre ces réponses. On peut aider, transmettre le chemin sur lequel on va aller. Hein. Donc c'est aussi peut-être une part de ce secret qui alimente. Est-ce qu'il faut être parrainé pour avoir ou bien on peut se présenter comme ça? On peut se présenter comme ça. Il y en a qui... C'est une initiation assez compliquée. Oui, d'abord, on fait bien attention à qui rentre. Alors, la différence avec une secte, c'est pas moi qui laisse trouver ça. Mais une secte, c'est facile d'y entrer, c'est très difficile d'en sortir. La franc-maçonnerie, c'est difficile d'y rentrer, c'est très facile d'en sortir. Ou même de s'en faire mettre dehors, hein, parce qu'on peut... bon. Mais on peut se présenter tout seul. À ce moment-là, il y a 2 personnes qui viennent. Si vous avez 2 parrains, c'est mieux, mais si vous vous présentez tout seul, vous pouvez. Il y a 2 parrains qui vont venir parler avec vous, voir qui vous êtes, etc., enquêter. Et ensuite, on va vous interroger en loge. Voilà. Et après, il y aura une décision, et vous serez pris ou pas. Ça prend en général 6 mois. Hein. Et la grande loge est uniquement des hommes. Les femmes ont leur loge de leur côté. Voilà. Alors, il y a des obédiences mixtes. Par exemple, le droit humain, c'est la plus connue. Il y a des obédiences masculines. Avant, le Grand Orient était masculin. Maintenant, il n'est plus seulement masculin. Mais il y a des obédiences, disons, qui sont unisexes, si je puis dire. La Grande Loge de France, la Grande Loge féminine de France. Chacune a choisi. Et puis voilà. Et il y a des loges mixtes aussi. C'est un choix. Y a-t-il encore une question? Monsieur? Oui, je voulais savoir, monsieur parlait de Philippe Égalité tout à l'heure. Oui. J'aurais voulu savoir si les francs-maçons, dans le cadre du siècle des Lumières, on parlait de Philippe Égalité. De Philippe Égalité? S'ils ont été à l'origine de la chute de l'Ancien Régime. Non, alors, il y en avait des 2 côtés. Hein. C'est comme à la Commune. Bon, et comme il y avait des formations des 2 côtés à la Révolution française. Mais Philippe Égalité a renié la maçonnerie en 1891. Il a dit, je ne veux plus... Il a pensé que ça serait
il a été grand maître et tout, hein, et il a pensé que ça allait être pesant pour lui et lui risquer sa peau, donc il a dit je ne reconnais plus la franc-maçonnerie. Son épée, il était tellement malheureux, les maçons, qu'ils ont brisé son épée sur le pavé du temple, hein. Et donc je ne pense pas qu'ils aient beaucoup l'intention de reparler de Philippe Égalité, qui était grand maître du Grand Orient de France. Et à l'époque, il y avait deux rameaux à l'époque, hein. Il y avait la Grande Loge de France et le Grand Orient de France déjà. Et l'Orient est beaucoup plus sectaire. J'aurais voulu votre point de vue sur, avant toutes ces loges qui ne sont pas mixtes, encore aujourd'hui. Oui. En fait, moi, c'est un questionnement que j'ai, comment je comprends ces loges où on a des cheminements personnels, cette nécessité qu'il y a des loges qui veulent être maintenues, soit hommes, soit femmes. Oui, moi je suis dans une loge comme ça, qui me convient bien. Je n'ai pas le sentiment de faire, je veux dire, puisque la dernière fois qu'une jeune femme au club de golf m'a demandé, etc., je l'ai orientée vers une loge mixte parce que ça lui correspondait bien et c'est ce qu'elle voulait, donc j'ai pas du tout. Et moi j'aime être dans une. Pourquoi? Parce que. Mais là, c'est fait une autre conférence quand c'est pas historique et je parle de ce qu'on fait dans nos loges. On s'aperçoit il faut passer par un moment où on va au fond de nous-mêmes. On a en nous un inconnu, un inconscient, on a des ombres, on a des trucs. Tant qu'on se connaît pas, tant qu'on reconnaît pas l'existence de ces ombres intérieures, tant qu'on reconnaît en quelque sorte pas son subconscient, qu'on va pas au fond des choses, on ne peut pas se connaître en vérité et on ne peut pas échanger avec l'autre en vérité. C'est quelque chose qu'on cherche en maçonnerie très profondément, ça, de rencontrer l'autre en vérité. Donc on descend et on utilise des symboles, on utilise comment on appelle, des archétypes qui ne sont pas les mêmes pour les hommes ou pour les femmes souvent. Il y a des choses qui sont différentes. Moi, vous me parlez du travail, vous me parlez de l'enfant. Un enfant, ça ne peut pas être la même chose pour un homme que pour une femme qui a accouché. Bon, alors, je suis plus à l'aise, personnellement, de rentrer à fond, de m'ouvrir comme ça profondément avec que des frères, qui sont mes frères, comme s'ils étaient ma famille, hein, et à qui je fais confiance, que de le faire mais c'est un choix personnel. Et en plus, on a rédigé nos statuts pour que c'est tout à fait légal, et c'est simplement, il y a des loges qui préfèrent être ensemble. Vous avez des clubs mixtes, vous avez des clubs qui ne sont pas mixtes. Vous avez des équipes de foot où les filles et les gamins qui jouent ensemble, vous avez des équipes de foot où il n'y a que des garçons, des équipes où il n'y a que des filles. Vous avez des gens qui préfèrent... En golf, vous avez des équipes d'hommes et des équipes de femmes, vous avez des équipes mixtes, chacun fait comme il veut. J'ai du mal à comprendre, mais c'est d'abord d'un autre thème, c'est que la moitié de l'humanité puisse empêcher un élément de la moitié de l'humanité puisse vous empêcher dans votre cheminement d'aller vous retrouver. Mais non, on se retrouve même pas en loge. Mais vous pouvez le faire, mais pas en loge. C'est pas. Elles existent, mais je peux vous dire qu'il y a une moitié de l'humanité féminine qui est bien contente de travailler entre femmes et qui n'a pas du tout envie qu'on vienne. Qu'il y ait certains moments festifs ou de travail, où on échange des résultats du travail, où on se rencontre, ça existe. Il y a des modes. Mais voilà, bon. En tout cas, c'est vrai que c'est la question. Ce sont les deux questions. Je peux vous dire que vous avez répondu aux probabilités. Le secret et les femmes sont les deux questions qui sont le plus souvent posées à un conférencier, même s'il vient faire une conférence sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Alors, pour revenir à l'histoire, je propose une autre question. Le duc de Wharton, Ouais. le premier maître, Ouais. était, je crois, libertin. Oui, il a dépensé tout son argent. Est-ce que parmi les maîtres jacobites, beaucoup étaient libertins? J'en sais rien. Vous savez pas. J'en sais rien. Je ne me suis pas penché là-dessus, honnêtement. On pourra bien le- Par contre, non. Mais par contre, alors, il y a eu, assez vite, au XVIIIe siècle, dans cette maçonnerie, mais il faudrait vérifier, mais je pense que c'est né un petit peu après la franc-maçonnerie jacobite, il y a eu la franc-maçonnerie d'adoption. C'est-à-dire qu'il y a eu, autour des loges masculines,
ils ont fait des loges pour les femmes avec d'autres symboles, avec d'autres manières de travailler en relation avec eux. Mais il y avait toujours. Bon, je ne sais pas ce que ça pouvait recouvrir. D'abord, non, mais la maçonnerie d'adoption, c'était quelque chose de très bien, mais je n'en suis pas un spécialiste. Et par ailleurs, alors sur la vie personnelle, je pourrais m'y intéresser, mais je n'ai pas encore eu le temps. Est-ce que vous avez encore des questions, monsieur? Oui. Vous vouliez savoir s'il y avait des libertins. C'était normalement au XVIIIe siècle un grand philosophe aussi. Si vous savez, Casanova en était. Vous avez peut-être pensé à Casanova. Il y a d'autres encore. Madame, allez-y. C'est très intéressant. Je me demande pour hiérarchie dans justement dans ces groupes et comment est-ce que cela fonctionne par rapport à d'autres niveaux qu'on peut avoir dans la vie publique. Alors, la notion de hiérarchie dans la franc-maçonnerie, c'est ça? Oui, c'est ça. Par exemple, je suppose que le roi, quand il y avait un roi, était le numéro 1. Alors, ça c'est encore dans la maçonnerie anglaise, le grand maître est un membre de la famille royale. Ici, dans nos mouvements en France, dans la plupart des cas, en ce qui concerne en tout cas ce qu'on appelle la maçonnerie, la franc-maçonnerie de départ classique, tout le monde connaît, c'est les 3 degrés symboliques, la franc-maçonnerie symbolique, c'est élu, c'est démocratique. Dans les loges, le vénérable maître et les responsables de la loge sont élus chaque année, mais en général ça dure 3 ans, il faut un cycle de 3 ans. Chaque loge désigne un député qui va dans son congrès régional et qui va dans ce qu'on appelle un convent à Paris, qui est la réunion de tous les députés. Dans la plupart des obédiences, le grand maître et les officiers, le conseil d'administration de l'obédience est élu par ce convent, tous les ans. Et dans la plupart de ces obédiences, le grand maître et les officiers sont élus tous les ans par ce convent, par les députés des loges. Et ne peuvent pas être réélus plus de 2 fois, il peut durer 3 ans. Il y a certaines obédiences où il y a quand même un collège différent qui élit le grand maître. Ça se passe, c'est un peu comme le Vatican, ça c'est chez les Anglais, ce qu'on appelle les Anglais, bon, qui sont ceux qui travaillent vraiment en étroite relation avec la franc-maçonnerie d'Angleterre. Et puis au Grand Orient, c'est un petit peu différent parce que le grand maître est élu au sein du conseil d'administration, mais le conseil d'administration est élu par toutes les loges. Donc c'est démocratique. Par contre, alors il y a, mais je vais rentrer dans des détails, il y a une autre, il y a des prolongements de la franc-maçonnerie interne à la franc-maçonnerie dans lesquels les responsables sont cooptés. Mais bon, c'est pas ce sont des approfondissements de la maçonnerie. Mais en France, c'est vraiment quelque chose de démocratique. Mais à l'époque, même dans notre rameau de la maçonnerie, en 1804, quand il y a une réorganisation, parce que beaucoup sont rentrés, en 1804, beaucoup sont rentrés des îles d'Amérique à cause des rébellions à Saint-Domingue, tout comme ça, et il s'est reformé un peu ça a rendu de la puissance à notre rameau maçonnique. Eh bien, ils ont tout de suite demandé à Louis Bonaparte, un autre frère de Napoléon, d'être grand maître pour pouvoir pour renforcer leur obédience. C'était la mentalité de l'époque. C'est plus maintenant, plus qu'à maintenant. Pardon? Oh ben, c'est capitation. On paye une cotisation. C'est quelquefois un problème pour les jeunes et pour les personnes. Alors, capitation par an, c'est pas donné, c'est de l'ordre de 300, entre 300 et 400 euros.
Par contre, suivant les moyens, il y en a qui sont exemptés, il y a les jeunes, etc. Il y a toujours mais c'est pas financé par le haut, quoi, c'est financé par le bas. Je ne pense pas que ça puisse être ça. Je pense que... La cascade, c'est une marque de connaissance. C'est vrai? Non, c'est pas, je parle de tout ça parce que j'ai connu un franc-maçon. J'ai été une fois à une réunion de la Grande Loge. Ah, oui, et j'étais revenu en voiture avec tous les honneurs. Et c'était extrêmement intéressant. Non, mais c'est bien. Mais c'est une grande différence avec l'Orient, c'est ce que j'ai essayé qui est beaucoup plus sectaire, qui est beaucoup plus anti-religieux d'abord. Non, j'ai essayé d'expliquer ça avec oui, avec des mots choisis. Alors, je suis timide, je n'aime pas prendre la parole un peu des explications. Toutes manches confondues. C'est aussi le sens. Bien, toutes manches confondues. Alors, à